Pardon, pas rien. Je connais. Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans notre troisième séance de ce cours d'introduction à la philosophie du langage. On va parler de vérité aujourd'hui. Vous allez tout savoir sur la vérité, vous allez savoir toute la vérité. Avant, juste une petite annonce que je voulais vous faire. Vous savez que mercredi a lieu la soirée des masters. Donc je sais que vous n'êtes évidemment pas tous encore en troisième année de bachelor de philo. Et je sais que peut-être parmi vous, certains qui sont en troisième année de philo, hésitent à faire un bachelor. Évidemment, vous avez tort d'hésiter à faire un master, pardon. Évidemment, vous avez tort d'hésiter à faire un master. Il faut faire un master de philosophie. Euh, on vous encourage vivement à, en tout cas, considérer cette possibilité. Il y a de bonnes raisons de ne pas faire de master, mais il y a aussi de très bonnes raisons d'en faire pour tout un tas d'intérêts, notamment professionnels, de débouchés que vous pouvez avoir. C'est fait partie des choses qu'on va discuter lors de cette soirée des masters mercredi. On aura une ancienne étudiante du master en philosophie, Judith Notaire, anciennement Judith Burgler, qui va venir vous témoigner pour dire ce que la philosophie lui a apporté dans son travail. Elle travaille maintenant comme chargée de projet à la ville de Neuchâtel. On a parfois tendance à penser à tort, et nous on essaye de se débattre contre ça, que quand on fait de la philosophie, la seule chose qu'on peut faire après, c'est de l'enseignement, voire un peu du journalisme. C'est pas du tout le cas. Il faut que le début de la solution à ce problème, c'est que vous, comme nous, preniez conscience de ce que vous acquérez comme capacité lors de votre formation philosophique. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de mettre, on va développer évidemment dans le master et qu'on met en avant, nous, dans la promotion de l'Institut de philosophie. Même si là, on parle de questions très abstraites, vous voyez bien que vous apprenez à lire des textes d'une complexité
infini à les résumer, à présenter des choses à l'oral. Quand vous faites des séminaires, on insiste beaucoup sur la qualité de votre présentation, à produire des synthèses, à produire des argumentations cohérentes, à produire des idées originales. Tout ça, c'est des capacités que vous pouvez exporter dans tout un tas de domaines. Que vous vouliez travailler dans l'humanitaire, que vous vouliez travailler dans le domaine bancaire, que vous vouliez travailler dans telle ou telle administration, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement précieuses sur le marché du travail. Donc, ayez conscience de ces énormes capacités que vous acquérez. Vous apprenez à faire des choses très difficiles. Et ce que vous apprenez là, c'est valorisable. Hein, parce que vous avez, grâce à la philosophie, la capacité d'apprendre très rapidement après. Et c'est ça qui est souvent recherché dans le marché du travail. D'accord? Si vous êtes un employeur aujourd'hui, il y a peu de chances que vous trouviez quelqu'un qui, une formation qui forme exactement à ce dont vous avez besoin. Donc, beaucoup d'employeurs cherchent des gens qui savent apprendre. Et vous savez apprendre. Donc, soyez fait, vous êtes en train d'apprendre à apprendre encore plus vite. Donc, ça, c'est une capacité que vous avez et que vous aurez d'autant plus si vous poursuivez vos études par la suite. Et on vous encourage donc à le faire en master. On va tout un tas de programmes très alléchants pour les masters. Je ferme cette petite parenthèse introductive. En vous disant juste qu'on est toujours très disponible, tous les collaborateurs de l'Institut, pour discuter de ces questions de débouchés, de doutes que vous pouvez avoir sur votre formation et vous donner des conseils. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors, on revient à la philosophie du langage. On a divisé la philosophie du langage en trois grandes parties, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique. La syntaxe, c'est la grammaire. On s'est intéressé à un type de grammaire qu'on appelle la grammaire catégorielle, qui permet de définir à l'aide de fonctions assez simples différentes catégories grammaticales, les connecteurs, les adverbes, les prédicats, etc. On est passé ensuite à la sémantique. Il y a deux grandes notions qui apparaissent d'emblée quand vous faites de la sémantique. La première, c'est, vous allez me dire, quels sont les mots qui déclenchent l'idée, on est en train de faire de la sémantique. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la sémantique? On s'intéresse aux propositions et à leur valeur de vérité. Vérité, ça c'est le premier mot-clé. On s'intéresse déjà aux propositions quand on fait de la grammaire, de la syntaxe. Hein. Mais dans le cadre de la sémantique, on s'intéresse à la vérité. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Autre chose à quoi on s'intéresse quand on fait de la sémantique, l'autre grande notion sémantique. Ouais. Le sens, la référence. Très bien. Le sens, la référence. On va voir qu'il y a des distinctions, mais typiquement la référence. D'accord? Hein, le fait et ça, c'est une propriété des noms. Les noms réfèrent à des choses à l'extérieur. Donc, vous voyez que la sémantique, dans un sens très large, c'est la question de comment le langage se rapporte au monde. D'accord? Quand les phrases se rapportent au monde, eh ben, elles ont des valeurs de vérité. Ça, c'est la question de la vérité. Et les noms se rapportent au monde à l'aide de typiquement ce qu'on appelle la référence, la désignation, la dénotation. On introduira différentes distinctions par la suite. Donc aujourd'hui, on termine avec la vérité qui est la première grande notion sémantique. C'est intéressé au sujet de la vérité à deux questions principales. La première, c'est de savoir quel genre de choses sont vraies ou fausses. La question de ce qu'on appelle les porteurs de vérité. On a vu qu'il y a au moins trois types de candidats principaux pour être un porteur de vérité, chose vraie ou fausse. Il y a d'une part, vous allez dire, qu'est-ce qui peut être vrai ou faux? Trois, si vous n'arrivez pas à le prévenir, on n'a pas fini. Oui. Les phrases, pour commencer, une phrase peut être vraie ou fausse, d'accord? Autre chose qui peut être vrai ou faux, autre candidat, statut de porteur de vérité. Les propositions, très bien, vous vous rappelez que les propositions, ce ne sont pas les phrases. Vous pouvez avoir plusieurs phrases pour une même proposition. Hein. Une phrase, elle exprime une proposition, mais une proposition, c'est une entité abstraite et, pour ainsi dire, cachée derrière la phrase ou qui exprime le sens de la proposition. Si vous avez deux phrases en anglais et en français, ces deux phrases, elles peuvent exprimer la même proposition. Donc les propositions, c'est le cœur, l'essence des phrases, si vous voulez, mais elles sont abstraites, elles ne sont pas situées dans l'espace et dans le temps. Et puis, troisième chose qui peut être vraie ou fausse, les croyances ou les états mentaux, plus généralement, hein, les jugements, etc. Donc, ça, c'est une première grande question au sujet de la vérité, c'est quels sont les porteurs de vérité? Et on a ces trois candidats, les phrases, les propositions, les états mentaux, et il y a quelques petites variations. Et la deuxième question qui nous a intéressés, sur laquelle on va amplement
discuter aujourd'hui, c'est la question de la nature de la vérité. D'accord? On ne se demande pas, on se demande plus dorénavant, enfin, ça va avoir une importance évidemment, mais la question fondamentale n'est plus de savoir qu'est-ce qui peut être vrai ou faux, mais de savoir qu'est-ce que c'est que d'être vrai ou faux. Qu'est-ce que c'est pour une croyance, qu'est-ce que c'est pour une proposition, ou qu'est-ce que c'est pour une phrase que d'être vrai ou faux. D'accord? Et là, on va avoir au moins 4 grandes théories. La première grande théorie qu'on a commencé à voir la dernière fois, c'est ce qu'on appelle la théorie de la vérité-correspondance. En première approximation, la théorie de la vérité-correspondance, elle nous dit qu'une phrase est vraie, pardon, elle nous dit plutôt qu'être vrai pour une phrase, ça revient à correspondre aux faits, aux faits du monde. Ça, c'est la première notion de vérité. On a une deuxième notion, deuxième théorie de la vérité qu'on va étudier par la suite, qui s'appelle la théorie de la vérité-cohérence, ou le cohérentisme. Ce que dit le cohérentisme, c'est que pour une phrase, qu'être vrai pour une phrase, c'est de correspondre à un ensemble. Le cohérentiste, en réalité, il parle plutôt de la vérité des croyances. Qu'être vrai pour une croyance, c'est de correspondre à un ensemble de croyances, à un système de croyances. Donc la croyance que vous avez maintenant, qu'il fait beau, cette croyance, elle est vraie si elle correspond à un ensemble d'autres croyances. D'accord? Si elle est cohérente avec un ensemble d'autres croyances. Ce n'est pas une question de correspondance avec le monde, mais de cohérence avec d'autres croyances. On va voir comment s'articule cette théorie. Troisième notion de vérité, troisième type de théorie de la vérité, c'est les théories dites déflationnistes de la vérité. Les théories déflationnistes de la vérité, comme leur nom l'indique, enfin, je ne sais pas si déflationniste c'est si parlant, elles essayent de dégonfler le concept de vérité, de dire la vérité, ce n'est pas une propriété vraiment, ce n'est pas une propriété comme la correspondance au fait, ce n'est pas non plus une propriété comme la cohérence avec d'autres états mentaux. La vérité, c'est juste vous pouvez presque toujours effacer le mot est vrai du langage et ça donne la même chose. Par exemple, si je dis il est vrai qu'il pleut, le déflationniste va dire bah, tu aurais juste pu dire il pleut, ça fait la même chose. D'accord? Il est vrai que ça rajoute absolument rien. D'accord? Donc, le déflationniste, il pense que la notion de vérité, elle est presque superficielle. Il ne faut pas en faire tout un pataquès comme le font ses rivaux. Et puis la quatrième notion de vérité, donc correspondance, cohérence, déflationniste, et la quatrième notion de vérité qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la vérifaction. Que disent, et pas la vérification, je reviendrai sur la distinction, que disent en gros les partisans de la théorie de la vérifaction, c'est truth making en anglais. Ils disent que la vérité, c'est une relation primitive qu'on ne peut pas analyser, et qu'une proposition est vraie si et seulement si quelque chose dans le monde la rend vraie, mais pas si et seulement si quelque chose lui correspond dans le monde. Ils abandonnent l'idée de correspondance qui est chère aux partisans de la théorie de la correspondance. D'accord? Donc c'est une théorie qu'en est en un sens pas tout à fait une, parce qu'elle n'analyse pas la vérité, elle considère la vérité comme quelque chose de primitif, mais elle précise ce que c'est, elle dit que c'est une relation, qu'ils vont appeler une relation de nécessitation, entre des choses du monde et des propositions. C'est cette relation qu'on appelle rendre vrai. Donc ça, c'est nos quatre théories au programme aujourd'hui: correspondance, cohérence, déflationnisme et vérifaction. Est-ce que ça va pour ce bref rappel? Est-ce que vous avez tous raccroché les wagons? Vous êtes tous dans le train? C'est bon? Pas de questions non plus sur les autres choses qu'on avait la dernière fois? C'est une relation primitive. Les partisans de la vérification, ils pensent qu'on ne peut pas analyser la vérité. Donc ils disent qu'il y a des choses qui rendent vraies des propositions. Okay. On va y revenir en détail, mais pour un exemple clé, c'est si vous êtes un partisan de la correspondance, vous cherchez de la vérité-correspondance, vous allez chercher dans le monde quelque chose qui ressemble ou qui correspond à une proposition pour la rendre vraie. Si vous avez Jean sourire, vous allez chercher dans le monde quelque chose qui correspond à Jean, quelque chose qui correspond au prédicat de sourire, la propriété de sourire de Jean, et vous allez dire, ben, ce fait-là, autrement dit le fait que Jean exemplifie la propriété de sourire, ça correspond à la proposition, ça a la même structure, donc ça la rend vraie. Si vous êtes un partisan de la vérifaction, typiquement, vous allez dire, Jean sourit, c'est rendu vrai, non pas par un fait dans le monde, souvent les partisans de la vérifaction essaient de se débarrasser des faits, ou en tout cas peuvent le faire, des faits,
ils vont dire c'est rendu vrai par le sourire de Jean. Le sourire de Jean, c'est pas un fait pour eux, c'est juste ce qu'on appelle un trope. Si vous étiez là en métaphysique. Ouais. Donc, bon, ceux qui n'étaient pas là, je ferai petite présentation rapide. Hein. Mais ça, c'est le point clé. Alors, juste pour vous dire, moi, je distingue, je suis pas le seul à le faire, la théorie de la vérifaction de la théorie de la vérité-correspondance, mais vous avez parfaitement raison de poser la question parce que dans certaines présentations, on considère la théorie de la vérifaction comme une variante de la théorie de la vérité-correspondance. On va revenir sur tout ça dans le détail, c'était juste pour vous annoncer le menu pour l'instant. Autre question? Ça va? Alors, la théorie de la vérité-correspondance qu'on a commencé à voir la dernière fois. La théorie est assez simple au départ. On dit que on va admettre ici que les porteurs de vérité sont des propositions, ce que font en général les correspondantistes, et ils nous disent que la proposition que P est vraie, ça revient à dire que la proposition que P, correspond au fait. Okay. Alors, il y a un premier problème pour cette théorie-là, c'est que si vous dites qu'un fait, ça n'est rien d'autre qu'une proposition vraie, vous êtes juste en train de dire quelque chose de trivial. D'accord? Donc, vous vous souvenez qu'on a vu la distinction la dernière fois entre ce qu'on appelle les faits et ce qu'on appelle les propositions. Donc, on va admettre qu'il y a une distinction entre les deux. Et la distinction, quelle est-elle? L'idée, c'est qu'une proposition, c'est quelque chose qui représente quelque chose, donc c'est du côté des représentations, tandis que les faits, c'est du côté de ce qui est représenté. Donc les propositions, si vous voulez, c'est du côté de la tête, en gros, du côté de l'esprit, tandis que les faits, c'est du côté du monde. C'est pas tout à fait vrai ce que je viens de vous dire, parce que comme on le verra, Frege pense que les propositions flottent dans un ciel platonicien, mais en première approximation, ça vous permet de capturer, de saisir plutôt l'idée de cette distinction entre des faits et des propositions. Alors, peut-être juste pour mettre ça bien en place, la notion de fait, euh, elle est toujours un peu prise en tenaille entre l'esprit et le monde. Euh, D'un côté, certains disent, ce que je viens de nier, que les faits, c'est comme des propositions, donc c'est au niveau de la représentation, et dans le monde, il y a quoi? Il y a des choses, il y a des événements, il y a des processus, etc. Et donc ça, c'est la tendance à mettre les faits du côté de l'esprit, et de l'autre côté, vous avez des personnes qui croient dans l'existence des faits, qui pensent que le monde consiste en un ensemble de faits. Vous avez la citation célèbre de Wittgenstein au tout début du Tractatus, Logico-Philosophicus, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Il dit que le monde est l'ensemble des faits. D'accord? J'essaie juste de vous faire sentir qu'est-ce qu'on appelle un fait. D'accord? On a envie de dire que les faits, c'est quelque chose qu'il y a là, qu'il y a dans le monde, mais on a aussi envie de dire que, eh ben non, ce qu'il y a dans le monde, c'est pas des faits, c'est une table. Une table, c'est pas un fait, d'accord? Vous pouvez pas dire le fait que la table. Quand vous utilisez l'expression le fait que, vous devez mettre une phrase après. Okay, le fait qu'il pleuve, le fait que Julie sourit, le fait que blablabla. Donc, un fait, ça a comme une structure. Vous voyez, vous pouvez pas juste mettre un objet. Si vous avez tendance à penser que dans le monde, il y a juste des entités comme un nominaliste pur jus, qu'il y a juste des entités comme des substances matérielles, typiquement, ben vous n'allez pas mettre les faits dans le monde. D'accord? Donc, tout ça, c'est pour vous dire que euh, quand on admet cette théorie de la vérité-correspondance, on a un engagement métaphysique fort vis-à-vis de deux choses que certains considèrent comme suspectes. Les propositions, d'une part, parce que les propositions, elles sont cachées derrière les phrases. Ce que vous entendez maintenant, ce qui sort de ma bouche, c'est des phrases, mais dans la théorie de la vérité-correspondance qu'on examine ici, ces phrases, elles expriment des propositions. Okay, donc ça, c'est première entité suspecte. Et deuxième entité suspecte, les faits qui rendent ces propositions vraies. Okay. Et ces faits, ben, c'est pas. Ce que je touche là, c'est pas un fait. Vous pouvez pas toucher un fait. Je suis en train de toucher la table. Okay. Euh, le fait que la table soit, que cette table-là touche la table de Patricia, ça c'est un fait. Okay, mais je peux pas toucher ce fait. Je peux pas toucher le fait que la table touche là. Donc vous voyez que les faits, pour ceux qui aiment les choses tangibles, ben, c'est pas complètement naturel. D'accord? Donc ça, c'est un premier coup qu'il faut voir d'emblée pour cette théorie de la vérité-correspondance. Elle fait intervenir deux notions, les propositions et les faits, qui sont suspectes pour ceux qui sont épris d'économie ontologique, qui pensent qu'il faut réduire la réalité au moins de choses possibles, idéalement des entités concrètes, tangibles. Alors, on a deux distinctions ici.
On a deux nouvelles notions, pardon, les faits et les propositions. Et on a vu la dernière fois que euh, on va encore introduire une nouvelle euh, notion ici, qui est la notion d'état de choses. Euh, ceux qui ont suivi le cours sur Husserl, Meinong, que Brentano, Meinong et Husserl connaissent bien. Qu'est-ce que c'est qu'un état de choses? Ben, un état de choses, pour tous les philosophes qui sont dans qui admettent ces entités abstraites, euh, c'est quelque chose qui peut être le cas ou ne pas être le cas. Donc si je dis il pleut, ça c'est un état de choses, okay, et c'est un état de choses qui n'est pas le cas, parce que c'est pas le cas qu'il pleut. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un fait? C'est juste un état de choses qui, on dit, qui obtient, ou qui existe, ou qui subsiste. Je sais pas, là, il n'y a pas de traduction parfaitement canonique ici. Donc un fait, c'est un état de choses qui obtient. Donc l'idée maintenant, c'est que vous avez des propositions qui peuvent être vraies ou fausses, vous avez des états de choses qui peuvent obtenir ou pas obtenir, et quand un état de choses obtient, ça c'est un fait. Ça fait beaucoup de distinctions ici, mais vous avez une identité entre un fait et un état de choses qui obtient. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin des états de choses en plus des faits? Eh bien pour la raison suivante, dans l'optique qui nous intéresse ici, qui est un peu la théorie canonique de la vérité-correspondance, celle qui a été défendue par Russell et développée ensuite et corrigée à certains égards par Wittgenstein, l'idée c'est que toute proposition, elle va représenter quelque chose, elle va représenter un état de choses. Si je dis il pleut maintenant, cette proposition, elle représente un état de choses, l'état de choses selon lequel il pleut. Si je dis il y a un éléphant dans la salle, cette proposition, elle représente un état de choses qui est indépendant de la proposition, l'état de choses selon lequel il y a un éléphant dans la salle. D'accord. Évidemment, il y a scoop, il n'y a pas d'éléphant dans la salle. Donc, l'état de choses en question, il n'obtient pas. D'accord. C'est pas un état de choses qui existe, mais c'est quand même un état de choses que ma proposition représente. D'accord. Si vous n'aviez pas les états de choses, vous devriez dire que la proposition, dans cette optique, que la proposition, il y a un éléphant dans la salle, elle ne représente rien. Cette proposition, intuitivement, il y a bien quelque chose qu'elle représente. Les partisans des états de choses disent que ça représente un état de choses. C'est juste que cet état de choses, il n'est pas le cas. Il n'y a pas un éléphant dans la salle. Donc, vous voyez l'alternative. Si vous pensez que la proposition ne représente rien, il faut essayer de comprendre pourquoi elle a quand même une signification. Vous comprenez ce que ça veut dire, il y a un éléphant dans la salle. Alors, de quoi ça parle, cette proposition? Réponse ici, des états de choses. Alors, deux questions. Du coup, on va dire, pourquoi on a bien fait, on veut prendre les applications dans la proposition, pourquoi on a bien fait proposition par rapport au texte. On va dire que je parle de métation, je veux dire que tellement. Ah, vous pourriez dire, votre proposition, c'est de dire, maintenant qu'on a les états de choses, on enlève Ouais, des propositions. ouais, c'est pas que ça, c'est étapes pour faire, je vois pas de la nécessité. Euh, De la proposition. alors, quelles sont les motivations pour les propositions? Les propositions, ben, l'idée, si vous voulez, c'est que donc prenez, il y a un éléphant dans la salle. Es gibt ein Elefant in der Zimmer. Qui c'est qui parle bien anglais? In dem Zimmer? Une corrigée qui parle bien allemand? Disons que c'est ça. Là, on a deux phrases. D'accord? Euh, ces deux phrases sont fausses. Et vous voulez dire, ces deux phrases sont fausses parce que elles correspondent à un état de choses, chacune, qui n'obtient pas. Quel état de choses selon lequel il y a un éléphant dans cette salle. Et ce que veulent dire les partisans des propositions, c'est que ces deux phrases, elles expriment une même proposition et que cette proposition est fausse parce que elle représente un état de choses qui n'obtient pas. Et vous voulez vous passer de la proposition. Je pense que si vous vous passez de la proposition, ça, c'est pas du tout idiot, hein, mais si vous vous passez de la proposition, vous perdez l'idée qu'il y a une même fausseté qui est exprimée par ces deux phrases. Il y a une, que vous avez juste deux phrases, vous ne pouvez pas les relier entre elles, vous pouvez juste dire ces deux phrases sont fausses parce qu'elles expriment un état de choses qui n'obtient pas, alors que certains ont envie de dire ces deux phrases expriment la même fausseté ou la même vérité, si elle est, c'est pas très convaincant ma réponse. Je vais réfléchir à votre question.
C'est vrai qu'une fois, très bon point, je concède le point. En général, mais il doit y avoir une réponse que j'ai pas en tête parce que si Wittgenstein, Russell maintiennent les deux, en général, ils ont des bonnes raisons. Donc je vais chercher. Pardon, dans l'ordre. Je me demande, les partisans de détachement, est-ce qu'ils entendent le terme média comme il existe? Comme ça règle aussi le problème de parler de quelque chose qui n'existe pas. On mentionne quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, Ah, on l'avait mentionné. bah oui, alors en partie oui. Donc la question c'est un petit peu, vous savez, donc j'ai mentionné Meinong avant, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours sur Brentano ou sur Meinong, vous savez que Meinong il est célèbre en métaphysique pour avoir admis qu'il y a des entités qui n'existent pas. Il pense qu'il y a des licornes. Il n'y a pas vraiment des licornes. Mais quand je parle d'une licorne, il pense qu'il y a une entité en dehors de moi qui est une licorne qui subsiste et de laquelle je peux parler. Okay, et il y a des entités qui existent vraiment, qui sont les chevaux. Il y a d'autres entités qui existent vraiment, qui sont les narvals ou les narvaux, je ne sais pas, qui ont des cornes de licorne. Mais elles existent vraiment. Mais il y a aussi des licornes qui sont là sans exister vraiment. Euh, Là, on parle d'objets. Okay, l'idée qui intéresse les partisans, donc ça ressemble, c'est tout à fait juste, mais l'idée des partisans des états de choses, c'est que cette distinction-là entre des choses qui sont dans le monde sans exister totalement, ça existe que pour les états de choses. Okay, donc Meinong et Wittgenstein ne pensent pas qu'il y a des licornes, surtout pas. Ça, ils détestent les licornes. Mais ils admettent qu'il y a des états de choses. Ils détestent les licornes. Ils aiment beaucoup les licornes. Mais ils pensent qu'elles n'existent pas. Par contre, ils pensent qu'il y a des états de choses qu'ils n'obtiennent pas. D'accord. Ça ressemble, je suis d'accord que les deux théories se ressemblent un petit peu, mais vous pouvez très bien admettre qu'il y a des états de choses qu'ils n'obtiennent pas sans admettre des licornes. Meinong, il admet tout, lui, c'est la jungle ontologique, mais il n'admet pas pas Russell, Wittgenstein, et en général les partisans de la théorie de la vérité correspondante. Pardon. Parce qu'on vraiment, mais le problème est bien dans l'autre sens, que moi, je n'arrive pas à vraiment distinguer le tas de choses de la proposition. La proposition, c'est le sens de la parole. Uh-huh. Et le tas de choses, c'est aussi une entité un peu abstraite, j'ai l'impression. Ouais, absolument. Euh, elle est visiblement représentée par la proposition, mais c'est ça. Une relation de représentation entre deux entités qui sont déjà abstraites et qui sont déjà très proches l'une de l'autre, j'ai l'impression. Je peux passer de l'état de choses. Alors vous allez dans l'autre sens. Déjà, alors on a l'impression qu'il y en a peut-être un de trop. Ça fait déjà deux choses compliquées. Mais souvenez-vous juste des motivations de départ. Une des motivations de départ pour introduire les propositions, c'est la synonymie entre les phrases, la possibilité de traduire. Donc dire que vous avez plusieurs phrases qui intuitivement veulent dire la même chose. D'accord. Donc les propositions, ça vous permet de mettre le doigt sur ce qu'il y a en commun entre toutes ces phrases dans plein de langues différentes. Et même dans une même langue, des phrases synonymes. Donc ça, c'est un des grands rôles pour les phrases en question. L'état de choses, les motivations pour les états de choses, euh, c'est de comprendre, ça peut même être de comprendre à quoi vous pensez, même indépendamment du langage. Si vous pensez juste maintenant euh, à une possibilité, pensez juste au fait qu'il pleuve maintenant. À quoi vous pensez si vous pensez, j'ai dit au fait qu'il pleuve. Enfin, imaginez qu'il pleuve. Vous voyez bien qu'il ne pleut pas. Qu'est-ce que c'est que vous êtes en train d'imaginer? Et là, vous n'êtes pas en train d'imaginer une proposition. Et d'après les théories en question, ce que vous imaginez, c'est ce que vous représentez quand vous faites cette action mentale, c'est un état de choses. Euh, alors c'est vrai que c'est des entités qui sont proches, hein. Et la distinction clé, vous l'avez déjà dit dans votre question, c'est pour ça que je pense pas réussir à bien vous répondre, parce que la distinction clé, c'est les propositions, ça représente, les états de choses, ça représente pas, c'est représenté par les propositions. Euh, alors, donc tout ça, c'est une grosse artillerie, ok? Donc on va l'admettre maintenant pour comprendre la théorie de la vérité correspondance. Évidemment, c'est une des sources, des doutes importants qui vont être soulevés contre cette théorie-là. Mais on va admettre tout ça. On va admettre qu'il y a des phrases, qu'elles expriment des propositions et que ces propositions sont rendues vraies, correspondent, quand tout va bien, à des faits. Ok. Donc tout ça, c'est compliqué, mais en un sens, c'est aussi très simple. Si je vous avais demandé, peut-être j'aurais dû commencer par là pour vous prendre au piège au début du cours, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est très intuitif de dire, ben, c'est quand le monde correspond à ce qu'on dit. Ok.
est-ce que ce qu'on dit, c'est une phrase? Ça, c'est une question qu'on peut laisser en suspens ou une proposition. En tout cas, la thèse est relativement simple. Dans son élan initial, vous avez une proposition, et cette proposition, la proposition il pleut, elle est rendue vraie par le fait qu'il pleut, qu'il pleuve. On a vu la question sur le faux la dernière fois. Je vous ai donné plusieurs citations sur lesquelles je ne reviens pas. Et là, vous avez la citation de Russell qui résume peut-être le mieux dans la série de citations que je vous ai donné cette théorie de la vérité-correspondance. Lui, il parle de croyance ici, pas de proposition. Une croyance est vraie. Thus, belief is true when there is a corresponding fact and is false when there is no corresponding fact. Okay. Donc, vous avez une croyance ici. À la limite, prenez ça, Fabien, vu que vous n'aimez pas les propositions. Prenez. Ah non, c'est vous, j'en n'aimez pas les propositions. Vous n'aimez pas les états de choses. Au moins, vous avez la croyance, on oublie les propositions. Quand est-ce qu'une croyance est vraie? Quand elle est rendue vraie, quand elle correspond, pardon, à un état de choses, à un fait, qui est un état de choses qui obtient. Alors, grande question dans tout ça, qu'est-ce que c'est la troisième objection de Frege à cette théorie, qu'est-ce que c'est que pour une phrase de correspondre à un fait? Un fait, c'est dans le monde. Une phrase, une proposition ou une croyance, c'est dans la tête. Comment est-ce que des choses aussi hétérogènes peuvent se correspondre? Il peut bien y avoir une correspondance. On peut bien dire un arbre correspond à un autre arbre, il a le même nombre de branches. On peut dire une phrase correspond à une autre phrase, elle a le même nombre de mots. On peut dire une proposition correspond à une autre proposition, elle a le même type de constituant, la même structure. Mais comment une proposition peut correspondre à un fait du monde? Ça, c'est la grande objection. Une des grandes objections qui est soulevée à l'encontre de cette théorie de la vérité-correspondance. Je vous épargne la longue citation de Frege, mais que je vous laisse dans le diaporama. Et la réponse principale qui va être donnée par les partisans de la vérité-correspondance, c'est de dire que la correspondance, c'est un isomorphisme. Qu'est-ce que c'est un isomorphisme? Ça va être l'idée qu'il y a une structure de la proposition qui est identique à la structure des faits. D'accord ? La métaphore de Wittgenstein, qui est presque à prendre à la lettre, c'est de dire une proposition, c'est comme une image des faits. Et son idée, c'est que, vous voyez bien que l'image de quelque chose, et la chose qui est représentée, qui est dépeinte dans l'image, elles partagent un certain nombre de propriétés. Elles ont typiquement la même structure. Donc si je fais maintenant une photographie de vous, cette photographie, elle va reproduire un certain nombre de structures entre vous. De un tel et entre un tel et un tel. De la table est devant un tel et derrière une telle. Donc ces structures spatiales, elles sont reproduites dans l'image que vous faites. D'accord? Alors, pas toutes, hein, pas forcément gauche-droite, etc. Mais il y a un grand nombre de structures qui sont préservées dans la représentation. L'idée très générale qu'on va préciser dans un instant, c'est de dire une proposition, elle conserve la structure du fait qu'elle représente. Alors, si le fait c'est qu'il pleut, si le fait c'est que Julie sourit, quelle est la structure qui est préservée dans la proposition Julie sourit? Eh bien, la réponse de Russell, pour commencer, puis de Wittgenstein, c'est de dire que les états de choses, dont les faits, sont des entités complexes qui sont composées de plusieurs éléments qui entrent dans des relations les uns avec les autres. Quels sont ces éléments? Russell a une théorie très simple. C'est de dire, en gros, une proposition simple qu'on va appeler une proposition atomique, une proposition du type Julie mange. Elle contient. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle, pardon, je fais une petite parenthèse, ce qu'on appelle une proposition atomique, c'est une proposition qui contient aucune constante logique. Les constantes logiques, c'est les opérateurs que vous avez appris en logique des propositions. Donc une proposition qui ne contient pas de non, et, ou, si, alors, et une proposition qui ne contient pas de quantificateur. C'est pas une proposition générale. Il n'y a pas de blabla. Juste une proposition toute bête. Julie mange. Okay. Cette proposition-là, dit Russell, elle a une structure très simple. Elle est formée d'un sujet et d'un prédicat.
Cette proposition, elle est rendue vraie par un fait, le fait que Julie mange. Qu'est-ce que c'est que ce fait? Le fait, il est aussi constitué par deux choses. Non par un sujet et un prédicat, sinon ce serait une proposition, mais il est constitué par une substance, que Russell appelle un objet, et une propriété, la propriété que Julie a de manger. Donc, au sujet de la proposition correspond une substance, au prédicat de la proposition correspond une propriété. Et c'est juste ça la correspondance. C'est bête comme chou. Donc, si vous avez attrapé l'idée en métaphysique que un état de chose, c'est juste une substance qui exemplifie une propriété, vous vous dites, ben, c'est pareil, une proposition simple, c'est juste un sujet qui satisfait un prédicat. C'est pareil, vous avez une isomorphie parfaite entre la structure des propositions simples ou atomiques et la structure des faits. C'est ça la correspondance, d'après Russell et Wittgenstein. Vous avez une structure identique entre sujet-prédicat et objet-propriété dans le même. Donc, si une proposition, si Julie mange est vrai, alors il correspond à cette proposition une personne, Julie, qui exemplifie, on appelle ça, qui satisfait la propriété de manger. C'est beau, une isomorphie parfaite entre le langage et la réalité. Ça, c'est l'aspect simple et attrayant de la théorie pour ses partisans. Voilà. D'expliquer la ressemblance entre les propositions atomiques et les faits atomiques liés. Il suffit qu'il y ait une structure qui est similaire, parce que dans l'ensemble, il y a des cercles circulaires. La correspondance entre quoi et quoi exactement? On a dit que les propositions, par exemple, de Jane Goodall de Clotter, Ouais. elles correspondent à un état de choses Uh-huh. qui était beaucoup plus dur et différentes complexités juste la bouteille de Clotter, mais c'est pas Oui. et la structure, ce qui explique cette relation de correspondance, c'est la structure entre les propositions atomiques dont les pas de grande proposition et Non. Vous avez pas la proposition. J'ai une bouteille de Coca, c'est pas une grande proposition. Vous prenez pas mal, Fabien. C'est une proposition. J'ai une bouteille de Coca. On a une bouteille. Cette proposition, elle est formée de deux noms dans notre grammaire catégorielle. Un premier nom, donc, et les noms, ils ont la propriété de référer, d'accord? Un premier nom qui réfère à Flavien, avec ses longs cheveux. Et puis, un deuxième nom, une bouteille qui réfère à la bouteille. Ah, c'est une bouteille, ne m'embêtez pas. Mais c'est le bouchon. Et puis, là, vous avez ici un prédicat, qui est une relation. Okay, c'est la relation de propriété, d'avoir. Okay, là, on utilise l'auxiliaire avoir, mais ici, quand on dit j'ai une bouteille de Coca, ça veut juste dire la propriété. Donc ça, c'est une relation entre les deux que je symbolise par R, ici. D'accord? Donc, l'idée de la... Donc ça, c'est une proposition simple, c'est une proposition atomique. L'idée, c'est qu'à la structure de cette structure de proposition, la structure de la proposition, c'est d'avoir deux noms qui sont reliés par un prédicat dyadique, et ça correspond dans le monde à deux choses, Flavien et la bouteille, qui est reliée par une relation dyadique, à savoir la relation de propriété ou d'appartenance. C'est juste ça, si vous voulez, à chaque élément de la proposition correspond un élément du monde, et les relations entre les éléments de la proposition sont analogues. Ok? À savoir que ces deux choses-là, les deux noms, satisfont la relation ici, pardon, les deux objets exemplifient la relation de propriété, tandis qu'ici, les deux noms satisfont le prédicat d'appartenance. Là, tu as pas mal expliqué la différence des deux structures. Moi, ce que je me demandais, c'est la différence plus fondamentale, par exemple, la bouteille et la bouteille dans le langage et la bouteille. Oui, alors, ça, attendez le chapitre suivant. Là, on est dans la vérité. Ça, c'est la référence, justement, ici. Hein, là, je vous ai dit, de sémantique, il y a deux choses importantes. Il y a la vérité et la référence. On va parler ad nauseam, vous allez en avoir marre, des notions de référence après. Comment est-ce que les noms
réfèrent. Il y a plein de distinctions. Il y en a qui disent les noms, ils réfèrent directement, d'autres qui disent que les noms, ils réfèrent parce qu'ils contiennent des descriptions. Il y a des mix de ces deux théories. Il y en a qui disent que c'est bien un sens, etc. Donc ça, on va voir la théorie de la référence. On admet ça, cet ancrage-là des parties de phrases vis-à-vis du monde. Mais nous, on s'intéresse à la vérité, c'est une propriété de toute la phrase. Hein. Donc on admet que les parties de phrases sont liées au monde, mais maintenant, on veut comprendre comment ces relations-là font de la vérité de la phrase. J'arrive, Jean, mais il y a Flavien qui s'énerve énormément. Qu'est-ce qui diffère la correspondance d'une phrase avec la, le fait que, par exemple, ensuite, le verbe avoir et une bouteille, ça aussi une correspondance avec le monde extérieur. Nous ne sommes pas plus explicable que la condition de vérité. Enfin, Ah, c'est ça, vous dites, là, il y a déjà une correspondance. ouais, c'est ça. C'est ça que j'essayais de dire avant, avec mal compris du travail. Ouais. J'ai compris un peu autrement, mais c'était par rapport aux petits termes de notre proposition. Il faut aussi qu'on puisse expliquer qu'elle correspond à quelque chose dans la vérité. Oui, alors ça fait pas partie de la théorie de la vérité de correspondance. On admet que des plus petits termes, ils s'ancrent sur le monde. Et on admet que les noms réfèrent, et on admet que les prédicats, dans la théorie de Russell, ils expriment des propriétés. Okay. Si vous demandez à la théorie de la vérité correspondance de vous dire pourquoi, elle va vous dire ça, c'est pas notre travail à nous. Parce que nous, on s'intéresse à la vérité, qui est une propriété d'une phrase. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est comment une phrase dont les éléments sont ancrés dans le monde arrive à exemplifier cette propriété qu'est la vérité. Okay. Qu'est-ce qui fait que... Parce que vous voyez bien que si vous mettez tous ces éléments, une phrase, c'est pas juste, ça a une structure. Si vous mettez une bouteille et je, ça c'est une phrase qui est dénuée de sens. Okay. Vous pouvez faire une phrase qui est douée de sens avec les mêmes éléments. Vous pouvez dire une bouteille à je, à Flavien, ça veut dire, parce que je sais notre manière de dire Flavien. Donc il y a une bouteille qui a Flavien. Ça c'est une phrase qui est fausse. Pourquoi est-ce qu'elle est fausse? À chaque fois, vous avez les éléments dans le monde. Vous avez toujours la bouteille, vous avez toujours la relation et vous avez toujours Flavien. Mais pourquoi est-ce qu'elle est fausse? Parce que les éléments, ils sont dans le désordre. Parce que la structure de la phrase ne correspond pas à la structure du monde. D'accord? Ça, c'est l'idée de la correspondance. Okay, il ne suffit pas que vous ayez une correspondance entre les éléments de la phrase et les éléments des faits. Il faut encore que vous les mettiez dans le bon ordre. Pour que non seulement les éléments existent, mais en plus qu'ils soient reliés de la même manière. Ça va? Jean. Et j'ai un peu l'impression une phrase vraie, c'est correspond au fait dans le monde. Et on peut les comparer parce que justement, ça ressemble au langage. Mais j'ai un peu l'impression que ça va dans l'autre sens. C'est plutôt que nous, on voit le monde à travers le prisme du langage et que c'est pour ça que ça actionne, mais en vrai, ça actionne. Ouais. Alors, ça c'est une grande objection que vous mettez là. Vous demandez, c'est une suspicion d'une objection, on dit là, mais c'est une suspicion qui est très prégnante, de dire, en fait, tout ce qu'ont fait les partisans de la théorie de la vérité-correspondance, c'est qu'ils ont projeté sur le monde la structure du langage. Puis ils ont dit après, haha, et maintenant j'ai une théorie de la vérité. Et parce qu'ils ont vu que le langage, il avait une structure, voilà, une structure sujet-prédicat, et ils ont dit, ah, le monde a une structure sujet-prédicat. Et donc, grâce à ça, on a une théorie de la vérité. D'accord? Donc ça, c'est une suspicion qui pèse sur eux. Ils ont différentes réponses à ça. Une grande réponse. Un des grands défenseurs de cette théorie des états de choses aujourd'hui, non, parce 5 ans, c'est David Armstrong. Donc lui, il dit, le monde, c'est un monde d'états de choses. Il a sa théorie des états de choses qui correspond en gros à ça. Un état de choses, c'est une substance qui exemplifie des propriétés. Un particulier fin, dit-il, qui exemplifie des propriétés. On a vu ça en métaphysique pour ceux qui ont suivi le cours. Jean arrive et objecte à Armstrong, non mais tu es juste en train de dire que le monde a la même structure que le langage, donc tu projettes la structure du langage sur le monde. La réponse d'Armstrong, c'est de dire, non pas vraiment, parce que moi, je pense que c'est pas le cas qu'à chaque, je sais pas si ça répond complètement, c'est pas le cas qu'à chaque prédicat du langage correspond une propriété dans le monde. Il y a plein de prédicats dans le langage auxquels correspondent aucune propriété, et il y a plein de propriétés dans le monde auxquelles correspondent aucun prédicat. Donc, la structure est la même, si vous voulez, mais le fait qu'il n'y ait pas de... C'est pas vrai qu'à chaque nom corresponde une chose, le nom Julie la licorne,
ne correspond rien à cette chose-là. Et puis, il y a plein de prédicats auxquels ne correspond rien dans le monde. Armstrong, c'est un matérialiste, il ne pense pas qu'il y a de valeur, typiquement. Donc, si je dis Julie et joli, pour lui, ce n'est pas un prédicat qui correspond à quelque chose dans le monde. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que vous acceptez une isomorphie entre le monde et le langage que vous acceptez une forme de correspondance biunivoque, un à un, entre chaque élément du monde et chaque élément du langage. La suspicion demeure, mais elle est un peu amoindrie par cette idée qu'il y a une contrainte de la réalité. Il ne suffit pas juste de lire le langage pour savoir ce qu'il y a dans le monde. La plupart de ceux qui acceptent ça, on va regarder ce que nous dit la science, par exemple, sur un certain nombre de prédicats dont il faut se passer, parce que là, ils ne sont pas utilisés dans les sciences, typiquement. Et ça, c'est ce que dirait Armstrong. Ça va? Alors, ça, c'est l'idée en deux mots de la théorie de la vérité-correspondance. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, je vais vous donner une longue citation de Wittgenstein dans un instant. Donc, j'ai mis Russell et Wittgenstein dans le même sac. Ici, on met Moore aussi dans ce sac en général. Russell, c'est une intégration qui s'appelle la philosophie de l'atomisme logique. Wittgenstein, c'est son Tractatus Logico-Philosophie Plus de 1921. Il y a une différence fondamentale entre Russell et Wittgenstein, c'est que je vous ai dit, là, on parle de phrases atomiques. J'ai une bouteille. Supposez que Flavien ait dit « je n'ai pas de bouteille » et que ce soit vrai qu'il n'ait pas de bouteille. En vertu de quoi c'est vrai qu'il n'a pas de bouteille? Eh bien, Russell va dire en vertu du fait qu'il y a un fait négatif, c'est un fait que Flavien n'a pas de bouteille. Donc pour Russell, il y a des faits négatifs qui rendent vraies les propositions négatives. Alors là, vous avez déjà tiqué en disant « Ah, il y a des propositions qui sont distinctes des phrases. Il y a des états de choses qui sont distincts des faits. » Et maintenant, vous êtes en train, en plus de vouloir me faire avaler des faits négatifs. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'il y a le fait qu'il pleut, le fait qu'il... Il y a aussi le fait que Flavien n'est pas... On va prendre quelque chose... Flavien n'a pas d'enclume. Il n'a pas d'enclume aujourd'hui, Flavien. Donc, Flavien n'a pas d'enclume. C'est une proposition qui est vraie. Qu'est-ce qui rend vraie cette proposition? Russell dit le fait négatif que Flavien n'a pas d'enclume. Et là, même Wittgenstein, qui admet les propositions, les états de choses, etc., s'étrangle, il dit non, 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 il faut arrêter avec ça. Cette théorie de la vérité-correspondance, pour Wittgenstein, elle ne marche que pour les propositions atomiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour les propositions où ne figure aucun signe logique, aucune chose comme et ou ne pas, si alors. Et il y a une phrase célèbre de Wittgenstein, j'espère l'avoir mis dans la citation suivante, qui dit « Ma pensée, et c'est là où il s'oppose à Russell, ma pensée fondamentale est que les constantes logiques ne représentent pas. » Donc pour Wittgenstein, les seules choses qui représentent, c'est ce que vous avez dans des phrases atomiques comme ça. Mais dès que vous mettez ces petits mots logiques, et ou, c'est pas quelque chose qui représente. Donc si je dis « Il fait beau et Flavien a une bouteille », c'est une phrase complexe qui est vraie. Qu'est-ce qui rend vraie cette phrase? Russell va dire, il y a un fait complexe qui est un fait conjonctif, il fait beau et Flavien a une bouteille, c'est ça qui rendrait la phrase. Wittgenstein va dire non, pas du tout. Qu'est-ce qui rendrait cette phrase? Cette phrase, elle est juste vraie en vertu du fait que chacune des deux phrases qui la composent est vraie. Il est vrai qu'il fait beau, il est vrai que Flavien a une bouteille, et il est vrai en vertu de la nature de la conjonction, de vos tables de vérité en logique, que si deux phrases sont vraies, leur conjonction est vraie. Mais la conjonction elle-même, elle ne correspond pas pour Wittgenstein à quelque chose dans le monde. Alors que pour Russell, il y a des faits conjonctifs, il y a des faits négatifs, il y a des faits disjonctifs. Okay. Donc ça, c'est une grande question de savoir si vous admettez des faits, qu'est-ce que vous admettez comme fait? Est-ce que vous admettez simplement les faits de la forme x et f, ou vous admettez aussi les faits du type x n'est pas f, x et f et y et g, etc., etc. Russell va dire oui, moi j'accepte tous ces faits-là, et Wittgenstein va être beaucoup plus économe au sujet des faits qui rendent vraies les propositions. Donc il va dire seuls les faits atomiques existent, et si vous voulez savoir la vérité des propositions complexes, vous faites juste vos tables de vérité. Okay, mais vos tables de vérité, elles ne vous parlent pas de quelque chose au sujet du monde. C'est simplement en logique les P et les Q qui parlent du monde. Mais P ou Q, P et Q, ça ne rajoute pas une nouvelle information au sujet du monde. Oui,
avec les photographies. Comment Wittgenstein peut dire si c'est vrai ou pas dans les débats de bouteille? Alors, qu'est-ce qui rendrait la proposition que vous n'avez pas de bouteille? Non, vous n'avez pas de bouteille, ça c'est vrai. Donc, comment? Et dans le en plus, pas non plus. Donc, Jean n'a pas de bouteille. C'est vrai, mais Wittgenstein, il va vouloir revenir à la proposition Jean a une bouteille, et il va dire cette proposition, la proposition Jean a une bouteille est fausse. Et donc, si vous appliquez l'opérateur de négation sur une proposition fausse, ça vous donne une proposition vraie. Donc, il va partir de la fausseté de la proposition Jean a une bouteille. Il va dire cette proposition, elle est fausse, Jean a une bouteille, parce qu'elle ne correspond pas à un fait. Et donc, Jean n'a pas de bouteille, c'est vrai, juste parce que c'est la négation de la proposition fausse. Mais vous ne repassez pas par le monde. Vous faites juste après votre travail logique. Ça, c'est la grande idée de Wittgenstein. Les constantes logiques, toutes les transformations logiques que vous faites ne vous apprennent rien sur le monde. Et il a aussi, il est très bon pour ces formules un peu percutantes. Il dit là, la logique nous apprend une seule chose, à savoir rien. Tout ce que vous faites en logique ne vous apprend rien du monde. Tandis que si vous êtes Russell dans cette théorie de 1919, vous savez que Jean a une enclume. Non, ouais. Vous savez que Jean a une enclume. Vous savez que Flavien a une bouteille. Et maintenant, vous pouvez en plus savoir que Jean a une enclume et Flavien a une bouteille. Et ça, c'est un nouveau fait dans le monde pour Russell. Il y a le fait conjonctif que Jean a une. Wittgenstein dit non, il n'y a pas besoin de s'encombrer de ces faits qui font des constantes logiques. D'accord? Donc les faits sont toujours très simples pour Wittgenstein, contrairement à Russell. Ça, c'est une grande opposition entre les deux. Quelques citations de Wittgenstein pour. Pardon, c'est un peu petit parce que j'en ai mis beaucoup, mais j'ai un peu pris les principales citations du Tractatus sur le sujet qui nous intéresse. La forme de représentation, et après avoir lu ça, on prend une petite pause. La forme de représentation est la possibilité que les choses soient entre elles dans le même rapport que les éléments de l'image. Alors bon, là, la traduction est un peu bizarre. Ce que toute image, quelle qu'en soit la forme, doit avoir en commun avec la réalité pour pouvoir proprement la représenter, correctement ou non, c'est la forme logique, c'est-à-dire la forme de la réalité. Donc ça, c'est cette idée d'isomorphisme ici. Si vous avez une représentation, vous avez une isomorphie. Vous avez la même structure du côté de ceux qui représentent et du côté de ce qui est représenté. Mais sa forme de représentation, l'image ne peut la représenter, elle la montre, ça je laisse de côté. On n'a pas le temps, mais on en reparlera peut-être quand on parlera de Wittgenstein. L'image s'accorde ou non avec la réalité, elle est correcte ou incorrecte, vraie ou fausse. Donc vous voyez que le parallèle que fait Wittgenstein entre les images et les propositions est très étroit. Nous, vous pouvez avoir l'intuition qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Mais lui, toute sa théorie, c'est que les images et les propositions, ça marche à peu près pareil. C'est juste une analogie de structure entre ce qui représente et ce qui est représenté. À la configuration des signes simples dans le signe propositionnel correspond la configuration des objets dans la situation. Là, maintenant, il parle des propositions. À la configuration des signes simples dans le signe propositionnel, c'est ce qu'on appelle la proposition. Donc ici, correspond la configuration des objets dans la situation. C'est exactement ce qu'on a vu ici. Le nom est dans la proposition le représentant de l'objet. Ça, c'est la flèche que je vous ai mis là. Je qui représente Flavien, bouteille qui représente la bouteille. La proposition est une image de la réalité, car je connais par elle la situation qu'elle présente quand je comprends la proposition. La proposition, c'est une image, d'accord? Et vous savez ce qu'elle représente quand vous la comprenez. Mais ça marche même pour les propositions fausses. Vous savez ce que représente la proposition selon laquelle il y a 3 pingouins dans la salle, même si cette proposition est fausse. Qu'est-ce qu'elle représente, cette proposition? Il y a 3 pingouins dans la salle? Je vous pose la question. Oui. Un état de choses qui n'est pas, exactement. Un état de choses qui n'obtient pas. La proposition est la description d'un état de choses. Donc vous avez cette notion d'état de choses au cœur du Tractatus de Wittgenstein. Dans la proposition, les éléments d'une situation sont pour ainsi dire rassemblés à titre d'essai. C'était juste pour vous dire qu'il y a encore différents éléments dans une proposition. Un nom est mis pour une chose, un autre pour une autre, et ils sont reliés entre eux
de telle sorte que le tout, comme un tableau vivant, figure un état de choses. Toutes les propositions bien formées, elles représentent des états de choses. Et parmi les propositions bien formées, celles qui représentent des faits sont vraies. La possibilité de la proposition repose sur le principe de position des signes comme représentant des objets, ça on l'a déjà vu, et ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ma pensée fondamentale, ce qu'il sépare de Russell, est que les constantes logiques ne sont les représentants de rien. Donc ça marche tout ça que pour les propositions simples, les propositions atomiques. Dans la proposition, il doit y avoir exactement autant d'éléments distincts que dans la situation qu'elle présente. La situation qu'elle présente, c'est une autre manière dont Wittgenstein décrit les états de choses. Les propositions, euh, la proposition ne peut être vraie ou fausse que dans la mesure où elle est une image de la réalité. Euh, voilà, donc vous avez vous pouvez lire, je vous conseille même vivement de le faire, de consulter le Tractatus, ça se lit assez bien une fois que vous avez ces éléments en tête, au moins sur sur la vérité. Grande analogie, les propositions sont comme des images, à chaque élément des propositions simples correspondent des éléments de la réalité, et ces éléments imbriqués ensemble, ça forme des faits, s'ils sont le cas, ou des états de choses, s'ils ne sont pas le cas. Et, ça vous donne la vérité, pas la vérité. Dernière proposition, Fabien, avant la pause. Question, pardon. Exactement. C'est pour ça qu'il admet des faits conjonctifs, des faits négatifs. Ça, c'est Russell. Et Wittgenstein dit non. Il y a juste des faits sans aucune. Dès que vous dites et ou, si, alors, ça, c'est pas des. Vous n'êtes plus en train de parler des faits. Vous êtes en train de faire de la logique. Bien, petite pause de 10 minutes. Moins de 10 minutes. On reprend à écart. Ça fait 8 minutes. Ouais, bah, je connais, je Non, moi, c'était ça, je voulais. Oui. C'est ça.
Là, des fois, avec une et après, le vrai, il y a une et donc, vous avez Oui, Jean. Je me demandais si cet après-midi, le séminaire, il avait lieu dans une autre. Non, j'ai pas eu de réponse encore pour avoir une autre salle. C'est Ouais, ça va. J'ai juste pas que j'ai répliqué une personne. Voilà. Ça en prie. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, j'ai mis bien ça maintenant sur en ligne. Je crois qu'il y en a une en ligne sur le pendant les. Oui, j'ai un truc il y a beaucoup, on est pas question Sur le traduction. Ah mon Dieu!
Oh. Laissez c'est des gars comme ça. Allez, vous asseyez. Oh. On en reparle tout à l'heure, Giacomo. Euh, Bien. Alors, donc vous avez à peu près compris maintenant les bases de la théorie de la vérité correspondance. Il y a une objection importante, enfin, parmi d'autres, à la théorie. J'ai des trous d'un coup. C'est à cause de ça vient, ça? Sans doute. Il y a une objection importante puis il y a plusieurs objections importantes, mais une objection qui revient souvent, c'est une objection épistémologique. C'est l'objection qui consiste à dire si la vérité est un accord entre une proposition et un fait externe, comment est-ce que nous, on peut connaître cet accord-là? Donc on est censé pouvoir mesurer pour savoir si une proposition ou une croyance est vraie, pouvoir mesurer le degré de correspondance entre les deux. Donc ça suppose qu'on soit à l'extérieur des deux, qu'on regarde d'un côté la croyance, de l'autre côté la proposition, et qu'on vérifie si ça correspond. Et l'objection dit, vous n'êtes pas en dehors des propositions ou des croyances. Les propositions et les croyances, c'est tout ce à quoi vous avez accès, donc vous ne pouvez pas vous sortir de ça pour vérifier l'adéquation entre les mots et les choses. Okay. Ça rappelle l'objection que Berkeley faisait à Locke. Vous vous souvenez que Locke, il a une théorie, pour ceux qui suivent le cours, l'histoire de la philosophie au premier semestre. Locke dit, et lui ne parle pas de la vérité ici, il parle des idées, mais il parle de la perception, mais en substance, l'objection est la même. Locke dit ce que je vois quand je vous regarde, c'est des idées, c'est des représentations de vous qui sont causées dans mon esprit par tout un tas de phénomènes physiques. Et mes idées, elles sont correctes quand elles ressemblent aux choses à l'extérieur. Ça ressemble beaucoup à une proposition est vraie quand elle correspond aux choses à l'extérieur. Et Berkeley dit à Locke, mais comment tu peux savoir si tes idées sont correctes? Parce que tu ne peux pas sortir de tes idées, tu ne peux pas aller voir derrière le voile des idées pour regarder si les idées correspondent aux choses extérieures. Ben ça, en substance, c'est la même objection, non pas au sujet des idées, mais au sujet de la ressemblance des idées, non pas au sujet de la ressemblance des idées, mais au sujet de la vérité des propositions. Alors, notez que pour que cette proposition marche, il faut, ou en tout cas la proposition marche mieux si vous admettez que l'objection marche mieux si la cible est une théorie de la vérité correspondance qui dit que ce sont les croyances ou les pensées qui sont vraies ou fausses, qui sont les porteurs de vérité. D'accord? Donc si vous dites qu'est-ce que c'est pour une croyance que d'être vrai, c'est de correspondre à la réalité, l'objection marche bien parce qu'on va se dire comment tu peux savoir si ta croyance correspond à la réalité. En revanche, si on dit que ce sont les propositions qui sont les porteurs de vérité, peut-être qu'on peut admettre qu'on a un accès à la correspondance entre les propositions elles-mêmes. Qui c'est ça? Comment? Brenton. Une des versions, c'est une proposition qui a été, une objection qui a souvent été faite, hein, mais il en donne une version assez claire. Il est évident que l'on s'est fait une grande illusion, pardon, c'est pas très bien traduit. Il est évident que l'on s'est fait une grande illusion en pensant que la théorie de la correspondance, de la concordance, indiquait le chemin par lequel j'entrais moi-même en possession de la vérité. Certains ont cru que cela se faisait en comparant ma pensée à la chose et n'ont pas vu que pour pouvoir faire cette comparaison, je devais déjà savoir ce qu'il en est de la chose en réalité. Or, savoir cela signifie déjà être en possession de la vérité. Vous ne pouvez pas comparer la chose, votre pensée, à l'objet, sauf si vous connaissez déjà l'objet. Et à ce moment-là, vous avez juste accepté que vous aviez déjà accès à la vérité.
Alors, il y a plusieurs objections, je les mentionne rapidement. Réponse possible à cette objection. Il faut connaître au moins l'objection et au moins quelques pistes de réflexion. La première à laquelle je faisais allusion dans la diapo précédente, c'est si vous dites que les porteurs de vérité sont des propositions, alors peut-être que vous pouvez comparer la structure d'une proposition à la structure du monde. C'est difficile de comparer la structure de vos pensées à la structure du monde, parce que vos pensées, vous ne pouvez pas y échapper. Tandis qu'une proposition, si c'est un objet que vous pouvez contempler au même titre que vous contemplez les objets du monde, vous pouvez vérifier s'il y a une correspondance entre la structure de la proposition et la structure du monde. Flavien a une bouteille, vous la voyez, cette proposition, hein, elle est faite d'un sujet, de deux sujets et d'une relation. Vous voyez Flavien, vous voyez la bouteille, vous pouvez comparer le fait et la proposition. Okay. Avec les propositions, ça marche un peu mieux. Deuxième réponse qu'on peut faire à cette objection, qui est une réponse influente, ça consiste à dire que vous pouvez parfaitement entretenir des croyances vraies sans savoir que ces croyances sont vraies. Et dire en particulier que savoir qu'il pleut, ça ne requiert pas de savoir qu'il est vrai qu'il pleut. Okay. Ça, vous en avez sans doute parlé avec le professeur Chevary-Cossette en épistémologie. Vous allez en parler en épistémologie. Savoir que quelque chose est le cas, ce n'est pas la même chose que savoir que la proposition en question est vraie. Donc peut-être, autrement dit, à quoi revient cette réponse-là? À dire, c'est vrai qu'on ne peut pas connaître la vérité des choses. On ne peut pas savoir si une proposition est vraie ou pas. Mais ça, vous ne pouvez pas tirer de cette objection-là la conclusion qu'on ne peut rien savoir du tout. Okay. Je sais qu'il pleut, même si je ne suis pas en mesure de savoir s'il est vrai qu'il pleut. C'est une façon de répondre à cette objection, et je laisse tomber la dernière parce qu'il faut qu'on avance maintenant. Donc, ce que je vous ai présenté jusque-là, la théorie de la vérité de correspondance, elle joue le rôle dans le débat sur la vérité de la théorie un peu pivot. D'une part, parce que c'est la théorie la plus influente historiquement, ça a été celle qui a été le plus travaillée, détaillée, et ça a été celle qui a fait l'objet du plus grand nombre d'objections et de discussions. Alors, au regard des difficultés qu'on a mentionnées, le coût ontologique, les problèmes épistémologiques, on a d'autres théories de la vérité qui se sont développées, et là, on va voir assez rapidement une autre grande alternative qu'on appelle la théorie cohérentiste de la vérité. Que dit la théorie cohérentiste? Elle dit qu'une proposition est vraie si elle est cohérente avec d'autres propositions. Alors, dit comme ça ne marche pas trop. Pourquoi? Quelle objection immédiate on peut faire à cette théorie-là? Une proposition est vraie si elle est cohérente, autrement dit, si elle ne contredit pas d'autres propositions. Mathéo? Exactement. Hein, a priori, je vous en ai donné un là, un ensemble de propositions cohérentes mais fausses. La Terre est plate, Dieu est un plat de nouilles, 2 plus 2 égale 6. Vous avez 3 propositions fausses, et certaines nécessairement fausses, mais qui sont parfaitement cohérentes. Okay, si vous maintenez ces 3 propositions-là, vous n'êtes pas en train de vous contredire. Okay. Donc vous pouvez avoir des ensembles de propositions qui sont fausses. Donc la cohérence avec d'autres propositions en soi, ça ne va pas nous assurer la vérité. Alors que disent les partisans de la théorie de la vérité, de la théorie cohérentiste de la vérité? Ils vont dire que pour qu'une proposition soit vraie, il faut qu'elle corresponde non pas à n'importe quel ensemble de propositions, mais à certains systèmes de croyances spécifiques, pas n'importe lesquels. Et le grand défi pour la théorie de la cohérentiste de la vérité, c'est d'essayer de dire avec quel système de croyances doivent être compatibles les propositions pour être vraies. Pas n'importe lesquelles, mais alors lesquelles? Il y a au moins 4 grandes propositions qui ont été faites. La première ensemble de propositions, c'est de dire une proposition est vraie si elle est compatible avec un ensemble d'états mentaux. Et là, comme vous en apercevrez rapidement, la théorie de la vérité correspondance, elle parle presque systématiquement des croyances comme vraies ou fausses plutôt que des propositions. Donc on va dire qu'est-ce qu'une croyance vraie maintenant? C'est une croyance qui est cohérente avec certains états mentaux actuels, autrement dit des états mentaux qui sont effectivement entretenus par des sujets. Il y a 3 grandes options de ce type-là. Vous pouvez dire qu'est vrai ce qui est cohérent avec le système de croyance d'une société donnée. Mais là, est vrai ce qui est cohérent, pardon, alors je vous donne les 3 grandes propositions, avec le système de croyance qui est commune à toute l'humanité, est vrai ce qui est cohérent avec les données d'essence ou de l'expérience. Okay, là encore, les données d'essence et d'expérience, dans cette optique-là, ça c'est une optique assez kantienne, les données d'essence c'est des états mentaux, et est vrai ce qui est cohérent avec
ce type d'état mentaux qui nous donne un ensemble d'inputs sensoriels. Bon, je l'ai mis là. Le problème avec ces trois solutions, c'est que l'objection de Matteo à l'instant, ben, elle revient assez rapidement. Parce qu'il se peut très bien, il est parfaitement possible que le système, même si c'est très improbable, que le système de croyance d'une société contienne un grand nombre de croyances fausses, peut-être même que des croyances fausses. C'est aussi possible que le système de croyances communes à l'humanité contienne des croyances fausses. C'est même un des grands jeux que font les épistémologues, que fait Descartes en disant si ça se trouve, on a un génie qui nous trompe depuis le début. Si c'est ça, quand je me pose la question de savoir si mes croyances sont vraies, je ne me pose pas seulement la question de savoir si mes croyances sont compatibles avec les croyances entretenues par les êtres humains, parce que justement, je voudrais ne pas me tromper si les autres se trompent. Et pareil pour les données d'essence. Si les données d'essence sont uniquement illusoires, ce qui est toujours une possibilité sceptique, alors on est contraint de définir la vérité comme quelque chose qui est conforme avec quelque chose de faux. Donc ça, c'est la première grande difficulté pour c'est la première difficulté pour la version numéro 1 de la théorie cohérentiste, c'est que si vous identifiez l'ensemble des croyances avec lesquelles une nouvelle croyance doit être compatible à des croyances qui sont actuellement entretenues, vous n'avez aucune garantie que ces croyances-là sont suffisamment solides pour pouvoir fonder la vérité de la nouvelle croyance. Il y a toujours la possibilité sceptique que toutes ces croyances soient erronées. Oui. Ouais. Oui, alors ça, c'est une question pratique qui est difficile. C'est comment vous appliquez cette théorie-là. Donc, c'est vrai que il y a une question, c'est comment on identifie les croyances communes à une société. Alors, les partisans de cette théorie peuvent dire, nous, c'est pas notre problème, on vous fait une théorie philosophique de la vérité, après, on va aller demander aux sociologues d'identifier les croyances partagées dans une société. Donc ça, c'est un premier truc, c'est-à-dire qu'il y a une théorie sur qu'est-ce que c'est que la vérité, il y a une autre question, c'est comment on applique cette théorie. Mais après, malgré tout, il y a une question de savoir qu'est-ce qu'on appelle un système de croyances d'une société. Est-ce que c'est des croyances qui sont largement partagées dans la société, mais pas par tout le monde? Et à ce moment-là, largement, ça veut dire quoi? C'est 80%, 70%, plus de la moitié, 99%. Est-ce que c'est des croyances qui sont partagées par tout le monde? Est-ce que ce sont des croyances qui sont partagées explicitement ou pas? Il y a tout un tas de croyances, sans doute, qui sont partagées par tout le monde. C'est pas très dur de trouver des croyances qu'on a tous ici. Évidemment, si vous parlez de questions morales ou politiques, on va tout de suite se taper dessus. Mais si je vous dis, il n'y a pas d'éléphant dans cette salle, ah ouais, merci, on est tous d'accord là-dessus. Donc, il y a 1000 croyances négatives de ce type-là qui sont admises par tout le monde. Mais est-ce que ça suffit, ces croyances-là, hein, ces croyances un peu anodines? Donc là, il y a des vraies questions de savoir comment est-ce qu'on identifie les croyances. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Qu'est-ce que c'est que le système de croyance d'une société? Des problèmes d'application de la théorie. Évidemment, encore pire pour les croyances communes à l'humanité. Et en réalité, vous avez aussi ce problème-là sur les croyances des sens, parce qu'il y a aussi des variabilités des perceptions sensorielles selon les individus. Certains disent, même si c'est plus débattu, selon les cultures ou selon les lieux, si vous êtes daltonien, vous ne voyez pas les mêmes couleurs que les autres. Donc, avec quelle donnée des sens la nouvelle croyance doit-elle être compatible? Oui. C'est quand même des choses en partie théorique. Un des avantages, c'est quand même pour déterminer les croyances fausses. De dire si on a un ensemble de croyances, on rajoute une, et qu'elles sont incompatibles entre eux, alors ça veut dire que dans notre système de croyances, on doit au moins en cocher une. Et ça semble être une base de travail intéressante. Oui. Alors, c'est ce que je vous ai dit un petit peu plus tard. À mon avis, cette théorie-là, elle confond la question épistémologique de savoir comment savoir si une croyance est vraie avec la question ontologique de savoir qu'est-ce que c'est pour une croyance que d'être vraie. Et peut-être c'est intéressant de se poser la question, de se dire peut-être que c'est bien pour savoir si une croyance est vraie, de regarder si cette croyance elle est compatible avec l'ensemble des croyances qui sont admises jusqu'ici. On n'en sera pas sûr, mais on se dit il y a une bonne chance. Vous savez, c'est ce qu'on dit aux enfants qui apprennent la musique. Si dans l'orchestre tout le monde se trompe sauf toi, peut-être que c'est toi qui te trompes. C'est pas sûr que ce soit moi qui me trompe. Peut-être qu'il y a que moi qui fais la partition juste et tout le monde qui se trompe, mais a priori, on a envie de se dire, si tout le monde pense de cette façon-là sauf moi, j'ai au moins une raison
d'affermir les raisons en faveur de ma croyance. Donc, sans doute, il y a une confusion au cœur de cette vérité, de la notion de la vérité-cohérence, une bonne recette pour comment nous approcher de la vérité. Et là-dessus, on a peut-être des raisons de faire confiance à ce qu'on croit dans notre société, ce qu'on croit dans l'humanité. Une raison standard des philosophes du sens commun, c'est de dire ben, les croyances qui sont entretenues généralement dans une société, modulo la question de savoir lesquelles elles sont exactement, c'est des croyances qui sont passées à travers le filtre du temps, qui ont été testées, éprouvées, tout un tas de choses. On a renoncé à celles qui ne marchaient pas, on a gardé celles qui marchaient. À l'arrivée, c'est un système assez stable qui fait que les choses fonctionnent bien. Donc, par défaut, on a plutôt tendance à vouloir les préserver et à penser qu'être compatible avec ces croyances-là, c'est un meilleur indice de vérité qu'autre chose. Il faut être faillibiliste là-dessus, il ne faut pas dire ça, c'est sûr que ça va marcher, mais peut-être c'est une raison parmi d'autres de tenir par défaut certaines choses pour plus probable. Dans cette théorie, on dit que les particules sont des relativistes, donc la vérité. Seulement si vous dites que c'est une théorie, oui. Donc, c'est-à-dire, cette théorie-là, elle prétend être une théorie de ce que c'est que la vérité. Et étant donné que les systèmes de croyance, les systèmes communs à l'humanité et les systèmes perceptifs vont être relatifs à chaque fois, relatifs ici à une espèce, relatifs à une société, relatifs à des appareils perceptifs, la vérité va dépendre du référent que vous allez prendre. Okay. En revanche, si vous prenez la graine de vérité dans cette théorie, que je suggérais en réponse à la question précédente de Mathéo, de dire en fait cette théorie, elle nous donne plutôt un début de méthode pour savoir quand les propositions sont vraies, ou au moins accorder plus d'intérêt à certaines propositions. Là-dessus, ça ne vous conduit pas au relativisme, ça vous conduit juste à une forme de confiance que vous pouvez avoir dans votre appareil perceptif, dans les croyances de l'humanité ou dans les croyances qui sont entretenues dans votre société. Okay, confiance qui ne doit pas forcément être aveugle, mais au moins vous vous dites, je peux. Vous voyez, gardez bien en tête, le point clé de cette discussion, c'est, je pense que vous l'avez vu, mais je le répète parce qu'il est important, il faut bien distinguer la question ontologique de savoir ce que c'est pour une proposition que d'être vraie, de la question épistémologique qui est comment est-ce qu'on sait si une proposition est vraie. Et c'est deux questions complètement distinctes, qui ont des rapports, mais qui sont des questions distinctes. Jean. C'est un problème parce que déjà, la vérité est parvenue à la question mentale, on a l'impression que on fait un peu de vérité où il a dit pour une personne, on va dire que c'est pas vrai, c'est tous les jours, mais tout l'autre, c'est la vérité, c'est tous les jours. Oui, l'interprétation de la vérité, il faut que les vraies et fausses en même temps. Et ça ne peut pas ça poserait problème, enfin, ça pose des problèmes, mais pas directement ce problème-là, parce que qu'une chose soit vraie et fausse en même temps, ça, ce serait contradictoire. Et en général, on ne veut pas de contradiction. Cette théorie-là, elle ne nous engage pas à ça, parce qu'il y a toujours un élément de relativisation, comme le disait Cyril précédemment. Donc vous allez dire, cette croyance, elle est vraie pour cette société, mais elle est fausse pour cette société. Et ça, en soi, c'est pas une contradiction. D'accord ? Il y a des questions pour savoir. Une objection standard à toutes les formes de relativisme moraux, mais sémantique aussi ici, c'est de dire vous rendez le désaccord impossible à ce moment-là. Donc si vous et moi, on fait partie d'une société différente, que moi je dis il pleut est vrai pour moi, vous vous dites il pleut est faux pour moi, comment est-ce qu'on peut être en désaccord? Puisque on n'est pas en train de dire que la même chose est vraie ou fausse, on est en train de dire vrai pour moi, fausse pour moi. Donc en fait, on peut très bien, il y a même intuitivement, il y a un désaccord, mais en réalité, pour les relativistes, il n'y a pas de désaccord. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Moi, je parle du vrai pour moi, vous parlez du vrai pour vous. Et ce n'est pas la même propriété. Parce que le vrai pour moi, c'est la conformité avec les croyances de ma société. Le vrai pour vous, c'est la conformité avec la croyance de votre société. Donc, on semble être en désaccord, mais il n'y a pas de désaccord. On est chacun dans notre bulle, un peu. Ça, c'est une ligne d'objection standard aux relativistes, de dire, en fait, vous séparez tellement les choses que vous faites que les gens ne parlent plus de la même chose et ne sont pas en désaccord. Du coup, ils ne peuvent pas débattre, ils ne peuvent pas apprendre des choses les uns des autres, enfin, d'autres inconvénients qui suivent de ça. Mais bon, je pense que vous avez l'idée de la théorie de la vérité-cohérence vous pouvez brancher là-dedans, pour ceux qui ont suivi les cours de métaéthique, les mêmes problèmes qu'on a avec le relativisme en métaéthique. Ça, je vous l'ai dit. Alors, il y a une autre version de cette théorie-là, c'est pareil quand on parle d'éthique, on parle de la vérité, qui consiste à dire, non, on va dire qu'une croyance est vraie, non pas quand elle est conforme à un ensemble de croyances actuelles, mais à un ensemble de croyances idéales. Typiquement, on va dire, est vrai ce qui est cohérent avec le système de croyances qui serait adopté dans des conditions idéales.
Donc, je veux savoir si telle nouvelle croyance est vraie ou fausse. Je vais me dire, ah ben, je vais imaginer un ensemble d'agents épistémiques idéaux, des saints épistémiques qui ne croient que sur des raisons, sur des bases très fortes. Et si ma croyance est compatible avec les croyances entretenues par ces personnes-là, euh, qui ne sont pas sujets à l'illusion, etc., eh ben, ma croyance sera vraie. Euh, Vous avez la même chose, encore une fois, en éthique, dans des solutions qu'on appelle constructionnistes. Vous voulez savoir si telle action est vraie ou fausse, vous dites telle action est bonne ou mauvaise, pardon, telle action serait accomplie par des saints, typiquement. Est-ce que des personnes parfaitement vertueuses, même si elles n'existent pas, est-ce qu'une personne parfaitement vertueuse ferait cette action? Et si elle le ferait, alors vous concluez que votre action est bonne. Ici, on fait la même chose. Est-ce que cette croyance est cohérente avec le système de croyance de ces êtres épistémiquement idéaux? Et si c'est le cas, on admet que la croyance est vraie. Euh, alors ça résout les problèmes précédents. Vous voyez bien pourquoi ça résout les problèmes précédents ici, parce qu'on n'a plus un relativisme où vous pouvez dire ben, c'est vrai dans une société, fausse dans une autre. Vous allez dire c'est vrai pour des agents idéaux et c'est eux qui comptent. D'accord? Vous pouvez donner la priorité à un ensemble de croyances et soutenir que c'est ça la vérité. Le vrai problème pour ce type d'approche, et là encore c'est un problème très standard, c'est que qu'est-ce qu'on entend par conditions idéales? Donc est vrai ce qui est cohérent avec le système de croyance adopté dans des conditions idéales. On a tendance à se dire qu'une condition idéale, c'est une condition dans laquelle on croirait la vérité. Mais si c'est le cas, votre analyse, elle est circulaire, parce que vous êtes en train de dire qu'est vrai ce qui est cohérent avec les croyances qui seraient adoptées si on croyait ce qui était vrai. Et à ce moment-là, vous avez pas une analyse de la vérité. D'accord? Donc, vous voyez bien la différence, j'ai l'impression d'avoir été trop vite là. Vous avez deux grandes versions du cohérentisme. Première version du cohérentisme, vous dites est vrai ce qui est cohérent avec un ensemble de croyances qui est actuellement, qui est de fait entretenu par certaines personnes, certaines espèces, etc. Il y a les problèmes du type relativisme qu'on a vu précédemment, peut-être que tout se trompe. Et vous avez une seconde version de cohérentisme qui dit non, est vrai ce qui est cohérent avec un ensemble de croyances idéales, ensemble de croyances qui seraient adoptées dans des conditions idéales. Et là, vous avez un problème qui est un problème de circularité. Si vous définissez une condition idéale comme une condition dans laquelle on croirait la vérité, est-ce que vous avez la vérité qui revient dans votre analyse de la vérité? Et en général, quand on veut analyser quelque chose, on ne veut pas que la chose qu'on analyse réapparaisse dans l'analyse. Ça va? D'accord. Comment on les trouve? Euh, Là encore, il faut faire attention c'est une théorie sur la nature de la vérité. Ce n'est pas une théorie sur comment on accède à la vérité. Donc vous posez une question sur encore l'épistémologie de la vérité. Euh, qui ressemble à la question précédente, comment est-ce qu'on trouve les croyances majoritaires dans la société peut-être la question épistémologique est plus dure encore ici, parce qu'on ne peut pas aller faire des tests empiriques pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils croient, ou enfin, essayer d'inférer ce qu'ils croient de la manière dont ils agissent. Là, on a des êtres idéaux ou des conditions idéales qui ne sont pas actuellement réalisées. Donc peut-être qu'il y a un problème épistémologique ici. Mais le problème épistémologique n'est pas directement une objection à la théorie elle-même. Hein. La théorie elle-même, elle dit juste ce que c'est que la vérité. Mais cela dit, vous avez raison, à la fois pour l'idée que le cohérentisme et la cohérence avec des croyances actuelles ou avec des croyances idéales, on est embêté si on a une théorie de la nature de la vérité qui rend la vérité inaccessible. Et c'était l'objection qu'on avait pour la théorie de la vérité-correspondance, en disant comment vous pouvez évaluer la correspondance entre ce que vous êtes et le monde extérieur. Peut-être que la théorie de la vérité-cohérence, dans ce sens-là, ne fait pas forcément mieux. Donc, si on a un débat entre le cohérentiste et le correspondantiste, le cohérentiste dit au correspondantiste, OK, tu as une belle théorie de la nature de la vérité, mais elle implique qu'on ne peut jamais savoir si une proposition est vraie. Le correspondantiste peut répondre, ouais, c'est pas beaucoup mieux pour toi, parce qu'en réalité, tu ne nous as pas dit comment on accède à qu'est-ce que c'est qu'une condition idéale. Hein, donc, vous avez le débat qui peut se jouer de cette manière-là, ici. Ah, le mot du jour. C'est terminé pour la vérité-correspondance. Transsudé. Quelqu'un sait ce que ça veut dire transsudé? Ah, c'est mis trop tôt. Passer au travers des pores d'un récipient
à la manière de la sueur. Vous allez dire à quoi ça sert de dire ça? Eau qui transsude à travers le vase, parce qu'il y a un beau sens figuré. Faire paraître son visage sévère, transsuder la bonté. C'est beau ça, transsuder la bonté. C'est plus beau que transpirer. Ouais. Ok. Alors, on a vu nos deux premières grandes théories de la vérité en termes de correspondance et en termes de cohérence. Vous voyez que ces deux théories-là, en dépit de leur désaccord, elles ont en commun deux choses importantes. Les deux pensent qu'on peut analyser la vérité, qu'on peut définir la vérité. Et d'autre part, les deux pensent qu'on peut identifier la vérité à une propriété réelle. Dans le cas de la vérité correspondance, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est cette relation de correspondance entre les propositions et le monde. Dans le cas de la vérité cohérence, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est cette relation de cohérence entre une croyance et un ensemble de croyances. Donc vous pensez que dans les deux cas, même s'ils ne sont pas d'accord sur quelle relation est la vérité, ils pensent que la vérité, c'est une relation réelle, qui est là. On peut l'identifier à une relation. Maintenant, on passe à une théorie sur la nature de la vérité qui va nier ça, un ensemble de théories qui vont nier ça. C'est ce qu'on appelle les théories déflationnistes. Elles vont essayer de dégonfler la vérité, dire vous en faites trop au sujet de la vérité, vous n'arrêtez pas de faire des débats depuis Aristote et avant Platon sur la nature de la vérité, mais en réalité, beaucoup de bruit pour rien, parce que la vérité, c'est pas grand-chose. C'est juste un petit mot du langage qui correspond à aucune réalité, à aucune propriété dans le monde. Alors, il y a deux grands types de théories de la vérité déflationnistes. Enfin, la cartographie des théories est elle-même sujette à un petit débat ici, mais moi j'ai divisé ça comme ça. Vous avez les théories de la vérité redondance, et puis vous avez les théories qu'on va appeler décitationnelles, qu'on appelle aussi minimalistes. Je commence par les premières, qui sont les plus fortes, qui ont été proposées par, enfin la version la plus discutée a été proposée par Frank Ramsey, je vous donnerai une citation tout à l'heure, et a été anticipée par Frege. Que disent les partisans de la théorie de la vérité redondance? Voilà deux séances qu'on s'échine à savoir ce que c'est que la vérité, mais sans doute cette pensée vous a déjà traversé l'esprit que quand on utilise le mot vrai dans le langage ordinaire, la plupart du temps, on ne dit pas grand-chose avec ça. Voici ce que disent les partisans de cette théorie de la vérité redondance. Ils disent que la proposition métalinguistique P est vraie, et la proposition P, elle signifie exactement la même chose. Autrement dit, si vous dites « il est vrai qu'il pleut », et si vous dites « il pleut », vous dites vraiment la même chose. Vous embêtez pas à rajouter « il est vrai que » à la fin. Ça sert à rien, au début, pardon. Si on rajoute à la fin, ça va pas marcher. Ça sert à rien du tout de dire « il est vrai que », parce que vous pouvez simplement dire la chose que vous dites après. Je vous dis ça parfois dans mes corrections. Souvent, vous ajoutez, puis ça part d'une bonne intention, de dire selon moi, d'après moi, comme si. Oui, c'est bon, vous pouvez. Enlevez-moi tout ça. Bon, je sais que c'est d'après vous, d'une part, ça va de soi. Et qu'est-ce que ça ajoute? De toute façon, on veut savoir si la proposition est vraie. Donc, que ce soit vous qui la disiez, Jean-Claude Van Damme ou Bertrand Russell, c'est la même chose. Ça n'a pas d'importance, ok, qui dit la proposition. Et c'est un peu pareil, les partisans de la théorie de la vérité redondance disent vous rajoutez il est vrai, vous tapez du poing sur la table en disant c'est vrai, mais ça a une fonction pragmatique. On étudiera la pragmatique un peu plus tard. C'est pour un peu souligner à quel point c'est vrai. It's a fact, it's true. Ok, vous pouvez vous agacer avec ça, mais à l'arrivée, vous dites la même chose. Alors ça, c'est une version de cette théorie, et une version qui est souvent présentée comme la même. Elle fait référence à la notion d'acte de langage d'asserter. Et cette seconde version dit asserter que P est vrai revient à asserter que P. Donc, dire qu'il pleut est vrai, c'est la même chose que dire il pleut. En d'autres termes, si vous êtes un partisan de la théorie de la vérité redondance, à chaque fois que vous voyez le prédicat est vrai, vous pouvez l'effacer, ça ne change absolument rien. Alors, vous pouvez dire qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on va faire avec le prédicat est faux. On ne peut pas l'effacer, mais
il y a une petite histoire assez simple. Si vous êtes un partisan de la théorie de la vérité redondante, si vous dites que P est faux, ben, d'après cette théorie, ce que vous êtes en train de dire, c'est simplement qu'il n'est pas le cas que P. Donc, est faux, vous ne pouvez pas l'effacer tout court, mais vous l'effacez puis vous le remplacez par la négation. D'accord. Si je vous dis que il est faux que je sais pas quoi, il est faux que les ananas font maigrir, ben, tout ce que je suis en train de dire, c'est les ananas font pas maigrir. Ça, c'est la théorie. Donc, tout le discours sur est vrai et faux, en termes de signification, il n'ajoute rien, d'après cette théorie-là. D'accord. Il a juste une fonction d'emphase, si vous voulez. C'est comme crier plus fort. C'est juste une fonction de taper sur la table, mais ça n'a pas de, ça n'ajoute rien au contenu de ce qui est dit. Voici ce que dit Frege. Alors, pardon, c'est une traduction anglaise de Frege, écrit en allemand. It is worthy of notice that the sentence I smell the scent of violets has the same content as the sentence It is true that I smell the scent of violets. Donc la phrase Je sens l'odeur des violettes a le même contenu que la phrase Il est vrai que je sens l'odeur des violettes. So it seems then that nothing is added to the thought by my ascribing to it the property of truth. Donc il semble que rien n'est ajouté à la pensée, enfin, la proposition, en lui ajoutant la propriété d'être vrai, en lui attribuant la propriété d'être vrai. Et je vous donne la citation de Ramsey, que est l'autre défenseur plus détaillé de cette théorie. It is evident that it is true that Caesar was murdered means no more than that Caesar was murdered. Il est évident qu'il est vrai que César a été assassiné, il ne signifie rien de plus que César a été assassiné. And it is false that Caesar was murdered means no more than Caesar was not murdered. Et il est faux que César a été assassiné ne signifie rien de plus que César n'a pas été assassiné. Donc débarrassez-vous de est vrai et faux, vous rajoutez juste la négation pour est faux et est vrai, vous l'enlevez directement et tout va bien. Okay. Alors évidemment, quand vous venez du Tractatus de Wittgenstein, vous avez introduit des états de choses, des propositions, des faits, cette relation de correspondance, que vous êtes encombré de cette ontologie gigantesque avec des questions d'isomorphie qui ne sont pas simples, ça arrive, cette théorie-là, à la fois comme un soulagement et comme un peu une déception. Pourquoi on s'est donné tout ce mal, on a déployé une artillerie gigantesque. Si jamais Ramsey et Frege ont raison, il n'y avait aucune raison de faire tout ça. On se tient juste à des phrases et on enlève à chaque fois est vrai et faux. En tout cas, c'est ce que eux maintiennent. Pardon, j'avance un petit peu plus vite là. Alors, quelles sont les objections à cette évidence? Elle n'en dit rien, parce que l'identité imaginaire, là on s'intéresse à la vérité, qui est une propriété des phrases, des propositions ou des croyances. Et donc, vous pouvez dire P est vrai, une phrase est vraie, mais une licorne est vraie, ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est un nom, une licorne. Enfin, c'est un nom, une licorne, entre guillemets. Une licorne, c'est pas un nom, c'est un animal, mais dans les deux cas, ni un animal ni un nom ne peuvent être vrais ou faux. Okay. Donc, c'est pas cela dit, ce que vous dites, je pense que il y a un petit truc qui croque sur lequel je vais revenir dans cette théorie-là, c'est qu'on a l'impression que quand on parle de vérité, il y a quelque chose de vrai dans l'intuition des correspondantistes qui disent la vérité, ça doit être un rapport au monde et la fausseté à quelque chose qui n'existe pas. Là, on perd complètement ça, parce qu'on fait de la vérité presque un truc complètement éthéré, qui est juste un petit mot qui sert à taper du poing sur la table, mais rien de plus. Okay. Donc, on avait l'impression d'avoir peut-être trop d'ontologie avec les états de choses et les propositions. Là, on a l'impression qu'on n'en a plus du tout. Enfin, que c'est vraiment, on n'a plus aucun lien avec ce qui est le cas ou pas. Ouais. Oui, alors il faudrait presque qu'on parle, peut-être on aura le temps d'en parler du discours fictionnel, parce que les licornes, il y a une grande, j'en parlerai un peu quand on parlera de la référence après. Je fais juste un petit insert là, mais une question importante, c'est est-ce que les discours fictionnels peuvent être vrais ou faux? Vous avez des gens très radicaux qui disent c'est toujours faux, ça va être Russell. Si vous dites une licorne et une corde, c'est toujours faux pour Russell. Vous avez des gens comme Frege qui vont dire c'est ni vrai ni faux.
Et puis vous avez d'autres gens qui vont dire non, une licorne a une corne, c'est vrai, pardon de le dire, mais il n'y a peut-être pas de licorne, mais une licorne a une corne, c'est quand même vrai. Par contre, si vous dites une licorne a quatre cornes, mais ça c'est faux. Donc comment est-ce que vous attribuez la vérité à des discours fictionnels? Ça, c'est quelque chose qui va être un défi supplémentaire dont on n'a pas parlé là pour les théories de la vérité, mais dont on parlera un peu après sur la référence des noms. Jean. Mhm. Ben, il vous dit juste tu as tort. Ben, si. Il vous dit tu as tort, il ne pleut pas. Parce qu'il ne pleut pas. Mais, vous voyez, eux, c'est juste un point. Dites-vous, dans leur théorie à eux, vrai et faux, ce sont des prédicats. C'est des mots du langage, si vous voulez. OK? Et eux, ils sont juste en train. Et tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est on s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire être vrai ou faux. Et notre présupposé tacite, c'était que ça doit, je ne vais pas dire correspondre parce que c'est ambigu dans le contexte, ça doit exprimer quelque chose d'autre qu'une suite de lettres ou qu'un petit mot. OK? Et eux disent non, en fait, ce petit mot-là, il n'y a rien d'autre qui correspond qui exprime ce mot-là dans le monde. Pourquoi je vous dis ça? Donc, c'est-à-dire, votre idée d'avoir tort, eux ont aucun problème avec le fait que vous ayez tort. Ils disent juste, vous pouvez utiliser avoir tort, c'est pas grave. On peut se tromper, on peut avoir raison. C'est juste qu'il faut pas penser qu'on a élucidé quoi que ce soit en disant se tromper, c'est dire le faux, et avoir raison, c'est dire le vrai. C'est de la sémantique dans le sens où ça vous dit qu'il y a un mot du langage qui n'a pas de valeur sémantique. Donc l'analogue, ce serait pour les noms. Si vous prenez un nom comme une expression nominale comme le roi de France aujourd'hui, il n'y a pas de roi de France, c'est un exemple célèbre de Russell. Le roi de France, aujourd'hui, il n'y a pas de roi de France. C'est un nom vide, si vous voulez. Une description vide, ça on verra après. L'idée des partisans du déflationnisme, c'est de dire est vrai, c'est pareil, c'est un prédicat auquel ne correspond rien du tout dans la réalité. Comme le prédicat peut être une licorne, on ne va pas beaucoup les exemples, mais à ce prédicat-là, il n'y a rien dans la réalité qui satisfait le prédicat être une licorne. Ce prédicat, il n'a pas de valeur sémantique. Donc c'est une thèse sémantique, mais négative. C'est juste, il n'y a rien qui correspond à ce truc. Il n'y a pas de propriété qui correspond à ça. Là, on voit un peu le problème syntaxique. Si on commence à utiliser quelqu'un à tort ou quelqu'un à raison, c'est des fois avoir tort ou avoir raison, c'est plus intéressant à la vérité ou à la vérité. Oui, alors on va y venir dans un instant. C'est que une grande objection à toutes ces théories déflationistiques, celle-ci et les autres, c'est que dans un grand nombre de cas, et vous avez touché ça du doigt, Jean, dans votre question, dans un grand nombre d'élucidations philosophiques, on fait appel à la vérité pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Qu'est-ce que c'est que l'erreur? L'erreur, c'est dire quelque chose de faux. Qu'est-ce que c'est qu'avoir raison? C'est dire quelque chose de vrai. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Il y a plein de débats sur savoir ce que c'est que la connaissance. Il y a une des choses qui a l'air d'être admise par tous ceux qui discutent sur ce que c'est que la connaissance, c'est que vous ne pouvez pas savoir le faux. Si c'est le faux, c'est que ce n'est pas de la connaissance. Donc, les notions de vérité et de fausseté, elles sont utilisées amplement à travers tout le domaine philosophique pour jeter la lumière sur un ensemble de phénomènes épistémiques et d'autres, dans le comportement aussi. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont des comportements qui échouent? Souvent parce qu'ils ont des croyances fausses. Si vous avez voulu venir assister au cours aujourd'hui en pensant que le cours avait lieu dans la salle B353, il ne doit même pas exister d'ailleurs, vous avez raté le cours. Okay? Pourquoi vous avez raté le cours? Parce que votre croyance était fausse. Mais si la fausseté, ce n'est pas quelque chose qui existe, si ce n'est pas une propriété, comment est-ce que quelque chose qui n'existe pas peut vous avoir conduit à rater un cours si important? Donc, tout ça, c'est première grande classe d'objection aux théories déflationnistes, de dire c'est bien gentil de vouloir dégonfler la vérité, mais si vous dégonflez la vérité, vous dégonflez toutes les explications qu'on donne à l'aide de la vérité. Les explications du comportement, les explications sur la nature de certains états mentaux, sur la nature de certaines activités, se tromper sur la nature de la recherche, de l'enquête, pas simplement la recherche scientifique, mais si vous voulez savoir qui est le meurtrier de Julie, a priori, vous êtes intéressé par la vérité des témoignages que vous recueillez, etc. Comment est-ce que vous vous rendez compte de tout ça si vous dégonflez à ce point la vérité?
Donc vous avez bien saisi enfin, vous avez bien saisi la théorie et certaines des objections immédiates qu'elle soulève, mais il y a une objection peut-être encore plus immédiate, même si elle est moins, elle est peut-être moins, elle emporte peut-être moins immédiatement l'adhésion. Mais vous vous souvenez de la distinction par laquelle j'ai commencé ce cours entre l'usage et la mention. Vous pouvez utiliser le langage pour parler du monde, mais vous pouvez aussi utiliser le langage pour parler du langage. Et dans ce cas-là, vous mettez ces signes magiques qui sont les guillemets. Ça, c'est ce qu'on appelle le métalangage. Vous parlez du langage. Et on a dit, quand on parle de la vérité, on doit forcément parler en partie du langage, parce que ce sont typiquement des entités linguistiques, ou plus généralement représentationnelles, qui ont cette propriété d'être vraies ou faux. Euh, Maintenant, que dit la théorie de la vérité-redondance? Elle dit que la proposition que P est vrai est une proposition qui mentionne... Pardon, ça c'est pas ce que dit la... La proposition que P est vrai est une proposition qui mentionne la proposition P, c'est-à-dire une proposition qui parle d'une proposition. Okay, ça, c'est la proposition qu'on veut analyser. Vous vous souvenez, il y avait une diapo la dernière fois là-dessus. Est vrai, on a vu que c'était un prédicat, mais c'est un prédicat métalinguistique. Pourquoi? Est vrai, c'est un prédicat parce que ça prend un nom pour faire une phrase, mais ça prend pas, vous ne pouvez pas dire Julie est vrai, ça prend le nom d'une proposition pour faire une phrase. Okay, donc, dès que vous parlez de vérité, vous pouvez accepter que la vérité est un prédicat plutôt qu'un connecteur, vous êtes dans le métalangage. Vous parlez d'une proposition. Vous dites cette proposition, elle a la propriété d'être vraie. Okay, à l'inverse, si je dis P, si je dis il pleut, ça, c'est pas une proposition qui parle d'une proposition, c'est une proposition qui parle du temps qu'il fait. D'accord? Et ce que dit la théorie de la vérité redondante, c'est ces deux propositions, c'est les mêmes. Autrement dit, dans un cas, je suis en train de vous dire la proposition qu'il pleut est vraie, je suis en train de vous parler d'une proposition, je suis en train de vous parler du langage, et de vous dire qu'une entité linguistique a une certaine propriété. Dans l'autre cas, je vous dis il pleut. Quand je vous dis il pleut, je ne vous parle pas du langage, je vous parle du temps qu'il fait. Et les partisans de la théorie de la vérité redondante, ils nous disent vous dites la même chose. Vous dites la même chose quand vous parlez d'un côté du monde, de l'autre côté quand vous parlez du langage. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est perdu en route. Ce n'est pas la même chose de parler du langage et de parler du monde. Peut-être qu'il y a une équivalence, peut-être que c'est vrai qu'à chaque fois que je dis il pleut est vrai, je dois être prêt à dire aussi il pleut, et qu'à chaque fois que je dis il pleut, peut-être je dois être prêt à dire il pleut est vrai. Mais n'empêche que les deux propositions, elles ne portent pas sur la même chose, elles sont à propos de choses différentes. Dans un cas, je parle du langage, dans l'autre cas, je parle du temps qu'il fait. Puis si vous prenez l'assertion, bon, c'est un peu la même chose. Celui qui asserte que P est vrai dit quelque chose au sujet du langage. À l'inverse, celui qui asserte que P dit quelque chose au sujet du monde. Okay, si vous parlez du monde, si vous parlez du langage, les deux propositions ne peuvent pas être exactement les mêmes. Or ça, c'est la thèse de la théorie de la vérité-redondance. C'est la même chose. Dire que P et dire P est vrai. Mais pourtant, elles ne semblent pas parler de la même chose. Hein? Alors, quelle heure est-il? Zut alors. Alors ça, c'est la version la plus forte. Je prends encore 5 minutes. C'est la version la plus forte des théories déflationnistes. Je vais en plus la version un petit peu plus subtile, mais plus d'actualité, qui est défendue aujourd'hui. C'est des versions qu'on appelle décitationnelles. Que disent les versions décitationnelles? Vous voyez que la version la vérité redondance, elle parle de la signification du prédicat être vrai. Elle dit être vrai, ça ne signifie rien d'autre que d'asserter la proposition dont on dit qu'elle est vraie. Les versions décitationnelles, elles ont la même conséquence que la vérité n'est pas une propriété dans le monde, mais elles sont moins engagées dans le sens où elles ne disent rien sur la prédicat des vrais, sur la signification du prédicat être vrai. Il y en a deux versions. Il y a la version de Quine qui va dire la proposition que P est vraie si et seulement si P. Okay. Ça, en fait, c'est quelque chose qui est admis par tout le monde, enfin, par la quasi-totalité de ceux qui font des théories de la vérité. Hein. P, entre guillemets, est vrai si et seulement si P. La proposition il pleut est vraie si et seulement si il pleut. C'est une forme de truisme sur la vérité qui demande à être expliquée après. Hein. Mais c'est une forme de truisme qu'admettent normalement la quasi-totalité des théories de la vérité. Ben, ce que dit Quine, c'est de dire ce truisme-là, on ne peut juste pas aller plus loin. Il n'y a rien de plus que ça. Arrêtez-vous là. Ne cherchez pas à faire une théorie plus substantielle de la vérité. Tout ce que vous pouvez dire sur la vérité, c'est Pierre mange est vrai si et seulement si Pierre mange.
Et puis c'est quoi d'autre la vérité? Ben, c'est rien d'autre que ça. Ça c'est ouais. Vous avez ma théorie de la vérité, ça marche à tous les coups comme ça. Euh, Horvitz dit quelque chose d'un peu distinct. Il dit qu'il est vrai que P si et seulement si P. Donc lui, il utilise le foncteur de vérité. Il est vrai que le connecteur, des noms équivalents, des expressions équivalentes, la fonction grammaticale. Il est vrai que P, la proposition que P est vraie si et seulement si P. Okay, et vous voyez que à chaque fois, dans les deux cas, dans les trois cas des théories déflationnistes, ce que vous niez essentiellement, c'est qu'il y a une quelconque propriété qui correspond à la vérité. La vérité, vous pouvez dire que des truismes avec ça. Vous ne pouvez rien dire de très substantiel au sujet de la vérité. Ok. Voilà. Sur cette phrase absolument désespérante pour un cours sur la vérité, je m'arrête et on reprendra, on finira rapidement sur les théories déflationnistes la prochaine fois. Je vous parle de la théorie de la vérifaction et on passe à la question de la référence. Très bonne semaine à vous.